Bonjour à tous. Juste avant de commencer donc ce débat, cet échange qu'on va avoir avec Jean-Luc Valéjo, cofondateur d'ISCAN, et Vincent Ricordo, cofondateur de KissKissBankBank, je voudrais juste vous montrer deux petits clips, deux petits films qui présentent un peu mieux, qui vont vous montrer ce que font ces deux entreprises. Salut à tous, je m'appelle Noé. J'ai un beau projet très fédérateur, un grand bateau pour sauver tous les animaux. Disney, je vous regarde. Et moi aussi je vous regarde. Bon, là, je suis un peu en galère. Il me manque 5000 € pour finir l'arche. Les singes sont bien, les girafes sont là. Voilà, on a fini. Ah oui, mais il manque les cafards, ouais. Oh bah non, les cafards on les gicle. Attends. Le truc c'est que Dieu il entend tout, donc la moindre initiative personnelle, ça passe pas. Raison, on s'en fout des cafards. Après, il nous a pris la tête sur la couleur, C'est chic. Ouais, c'est ça. sans compter les problèmes de logistique. Les crocos sont en train de se barrer, là, on fait quoi? Eh ben gire le coup. Allez, allez, allez. Comment je fais? Je suis pas gardien de zoo, hein. Et quand il fait la gueule, il fait vraiment la gueule. Mais c'est pas vrai, il fait le déluge, mais C'est là, je crois que la relation s'est un peu dégradée, quoi. on n'est pas le 31 là, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? J'ai eu des mots malheureux. Et Noé, n'oublie pas les petits chats. Et Noé, n'oublie pas les cafards. Pourquoi pas les dinosaures pendant que tu y es? Chier. Le problème, c'est que, il répond plus, il boude. Il manque 5000 € pour finir l'arche, c'est pas beaucoup. Je compte sur vous, hein. Et lui aussi, il compte sur vous. Et puis, il y a des contreparties. Par exemple, si vous donnez 50 €, eh ben vous avez une photo dédicacée de moi. Et puis alors, si vous donnez 1000 €, l'arche est rebaptisée à votre nom. Robert, si tu m'entends, c'est le pied d'être dans la Bible. Moi, je paierais des millions pour être... Bon, j'y suis. Mais je paierais cher pour être dans la Bible. Réfléchis, Robert. Réfléchis bien. Voilà, vous pouvez applaudir les deux petits films. Et donc j'accueille Vincent Ricordo et Jean-Luc Valéjo à me rejoindre sur scène. Vous pouvez aussi les applaudir. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Je vais commencer par Vincent. On va commencer par KissKissBankBank. Donc première question toute simple, pourquoi s'être lancé dans cette aventure? Pourquoi le financement collaboratif? Vaste programme. Pour essayer d'être court, parce que sinon c'est très long à expliquer ça, mais à l'époque le mot financement participatif n'existait pas. Lorsqu'on a quitté notre job pour monter ça, on s'est aperçu que les réseaux sociaux permettaient de nous interconnecter ultra rapidement et qu'il n'y avait pas de raison finalement qu'après les échanges de photos, de bouts de vie, qu'on n'arrive pas également à s'échanger des projets et potentiellement financer nos projets entre nous. Et alors, du coup, on s'est juste jeté à corps perdu dans cette vision un peu utopiste, puisqu'à l'époque, personne ne comprenait vraiment là où on voulait en venir. D'accord. Juste en quelques chiffres, pour rappeler où ça en est aujourd'hui, KissKissBankBank, c'est 29 600 projets créés, à peu près essentiellement des projets artistiques et culturels, hein, c'est ça. 1150 projets en cours et plus de 340 000 KissBankers dans le monde entier. Et 17,7 millions d'euros collectés. Est-ce que tu as des exemples de réussite et d'échecs de projets un peu marquants? Surtout en ce moment, apparemment je crois que tu as deux exemples un peu... alors pour le coup, c'est deux exemples qui permettent de bien comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas sur une plateforme de financement participatif. Les plateformes comme les nôtres s'adressent à n'importe quel type de créateurs, que ce soit des créateurs amateurs en majorité, des semi-pros ou des pros. Le mot-clé pour réussir sa campagne, et du coup Jean-Luc va vous expliquer ça très bien derrière, c'est
le mot-clé, c'est légitimité. Tant que vous n'arrivez pas à créer de la légitimité autour de votre projet, que ce soit dans votre communauté ou autour du grand public, ça devient évidemment très compliqué. Et du coup, en ce moment, on a 2 exemples qui montrent bien ça. On a Cyril Dion, je ne sais pas si vous voyez qui c'est le bras droit de Pierre Rabhi, qui dirige une grosse association qui s'appelle Colibri, qui est une association très militante écolo. Et il se trouve qu'il est venu sur KissKiss pour financer un doc qu'il est en train de tourner en recensant les meilleures initiatives écologiques du monde. Et il est venu chercher 200 000 €. On trouvait ça un peu élevé au départ, mais on s'est aperçu très vite que la communauté de Colibri trouvait le projet légitime et il a collecté 300 000 € en 4 jours. Et là, il est quasiment à 400 000 €. Je pense que ça devrait s'arrêter à 450 ou 500 000 €. Donc du coup, là, on est en face d'un phénomène quand même assez important. C'est-à-dire qu'au-delà du préachat d'un produit, les gens sont capables de se mobiliser aussi autour de thématiques qui leur sont chères à partir du moment où ces thématiques sont légitimes. De l'autre côté, au même moment d'ailleurs, vous avez Guillaume Canet, l'acteur que vous connaissez sûrement tous, qui est venu nous voir en nous disant qu'il voulait aider un cavalier de l'équipe de France d'équitation qui n'a plus de cheval pour les JO en voulant collecter 300 000 € pour collecter un cheval pour le pilote, pour le cavalier en question. La fanbase de Guillaume Canet est largement aussi importante que celle de Colibri, elle est même d'ailleurs x2 en fait par rapport à celle de Colibri. Et Olivier Guillon a quelques fans également. Il se trouve qu'au bout de 3 jours, c'était complètement l'inverse de la collecte précédente. Ils avaient collecté 5 000 € et ils avaient pris, j'arrive pas à l'éteindre, et ils ont pris des dizaines et dizaines de posts hyper négatifs sur Facebook. À la fois Guillaume, parce que finalement il n'était pas à sa place. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un acteur finalement assez riche viendrait en son nom collecter de l'argent pour autrui, et puis le cavalier, lui, est considéré comme faisant partie d'une élite, puisque cavalier, bien évidemment, et donc du coup, le public a super mal réagi. Donc vous voyez, dans un cas comme dans l'autre, on est sur 2 sujets qui finalement peuvent être fédérateurs. Dans un cas, il y en a un qui est légitime, et dans l'autre, alors qu'il a une notoriété plus grosse que le premier, finalement, ça ne fonctionne pas. Donc le mot-clé, puisque c'est ça que tu cherchais comme référence, le mot-clé pour réussir une campagne de financement participatif, c'est la légitimité. Alors justement, pour rebondir sur cette légitimité dont tu parles, comment les marques peuvent-elles, est-ce que les marques peuvent-elles faire financer leurs projets ou alors des produits par le crowdfunding, ou alors justement il n'y a aucune légitimité à le faire? Alors ça dépend ce qu'on appelle une marque. Jean-Luc est une marque déjà, il l'a fait, mais à partir du moment où vous êtes très, très early stage, pardon c'est un peu franglais, mais très, très tôt dans l'initiation du projet, et que vous êtes en phase de prototypage, alors pour le coup, vous pouvez trouver effectivement auprès du grand public une logique à ce que les gens viennent vous aider pour donner naissance à votre projet en préachetant votre produit. Encore une fois, Jean-Luc vous expliquera ça derrière. Par contre, si évidemment, je sais pas moi, Chanel venait demain pour collecter de l'argent pour financer une collection, le public trouverait ça complètement dingue que Chanel vienne, même si la collection est sympa et même si finalement la fanbase de Chanel est assez importante, il n'y aurait pas de logique à ça. Donc du coup, l'interaction, est-ce qu'une plateforme est un bon outil pour des marques pour financer des projets et financer des nouveaux produits? Je dirais oui à partir du moment où les marques sont naissantes, et je dirais non si les marques sont très connues. Par contre, l'interaction entre les marques et les plateformes comme les miennes deviennent de plus en plus évidentes. Derrière l'argent dont on parle souvent sur les plateformes de crowdfunding, finalement, ce qui ressort le plus, c'est pas tellement les montants collectés, c'est les liens sociaux qui sont créés entre ceux qui collectent et ceux qui donnent. Et donc du coup, derrière, il y a une espèce de sentiment très partagé, très viral de confiance en soi individuelle qui devient collective. Et puis il y a une espèce de vision utopiste où on se fait confiance et on donne naissance à nos projets vraiment directement entre nous, qui génère une espèce d'optimisme ambiant qui est super, vraiment très très prégnant et très présent, dans lequel on a la chance de vivre au quotidien, et qui est une forme de remède assez évident pour la morosité ambiante dans laquelle on vit. Donc bien évidemment, ces valeurs-là de confiance en soi, de positivisme et d'optimisme, c'est du pain béni pour les marques, puisque si en tant que marque on peut aspirer un peu de cet élixir, alors bien évidemment on peut monter des opérations qui sont assez sympas. Pour le coup, on est très très sollicité par les marques. Nous maintenant, on n'en accepte que très peu. C'est-à-dire pour pouvoir travailler avec nous, il faut que les marques soient éthiques, qu'elles soient en phase avec nos valeurs, qu'elles aillent dans un sens de reconstruction ou de disruption par rapport à la société dans laquelle on vit. Et donc du coup, on peut travailler avec des grosses marques à partir du moment où elles partagent cette vision du monde. Mais on est très sollicité et on monte de plus en plus de partenariats. Par quel type d'entreprise, de marque Ça vient un petit peu partout, mais c'est principalement finance. Alors là, pour le coup, hormis la Banque Postale, qui est issue de la Poste et qui est vraiment la banque du RSA, du RMI, et qui a une vision bancaire un peu différente des autres et qui on travaille bien volontiers. On n'a jamais accepté de travailler avec les autres banques, ni les assurances. On a refusé de travailler avec toutes les grosses boîtes travaillant dans l'énergie.
Je ne vous parle pas de l'armement, elles ne sont jamais venues nous voir. Et par contre, on travaille avec pas mal de boîtes techno, différents types de technologies, peu importe. En tout cas, il faut que la marque ait une vision du monde qui colle à la nôtre. D'accord, donc le conseil principal que tu donnerais à une marque, peut-être qu'il y en a dans la salle là aujourd'hui, c'est d'arriver avec un vrai programme éthique en fait, et que les valeurs de la marque collent avec vos valeurs. Oui, c'est aussi simple que ça. Alors, mais par contre, il ne faut pas que ce soit du crowdfunding washing, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous twister les valeurs de la marque visibles pour essayer de les rendre meilleures, c'est pas notre job. Si à l'intérieur de la marque, dans son ADN, il y a des composantes qui sont communes avec les nôtres, alors on monte des partenariats bien volontiers. On en a beaucoup avec MK2, avec beaucoup de médias, mais MK2, Samsung, la Banque Postale, avec beaucoup d'institutions. Mais encore une fois, on n'est absolument pas fermé, il faut juste que la vision soit commune. D'accord. Alors, avant de revenir donc plus en détail sur le crowdfunding de manière générale, je vais passer la parole à Jean-Luc. Donc Jean-Luc Vallajo, ISKN. Est-ce que tu peux nous présenter déjà rapidement ISKN, ce que c'est et ce que tu fais? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc ISKN, c'est une jeune start-up qui est née le 14 février, donc c'est facile à s'en rappeler. Hein. Pas trop de problèmes de couple, mais bon. Nous, ce qu'on a... Pour la filiale française. D'accord. Ouais. Parce que tu as déjà été créé en 2013. Aux États-Unis, exactement. Et je reviendrai là-dessus, pourquoi aux États-Unis avant la France. Nous, ce qu'on a développé sur les 3 dernières années, c'est une nouvelle surface sensitive interactive en fait, qui permet aux objets de la vie de tous les jours d'interagir avec le monde numérique. Donc le premier produit, et donc c'était une problématique, et c'est aussi pour ça qu'on a fait du crowdfunding. C'est que quand je dis ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit finalement. Donc, c'est-à-dire quand je permets à un objet traditionnel, donc ça peut être un stylo, ça peut être une figurine de jeu, d'interagir avec le monde numérique, oui, comment, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le marché, etc. Et c'est tout ce qui nous a amené à faire un crowdfunding derrière. Donc le premier marché, et je conclue là-dessus, Vas-y. c'était l'écriture et c'était la prise de notes traditionnelle, enfin en tout cas la prise de notes sur papier avec des stylos normaux. C'est pour ça que dans la vidéo que vous avez vue, quand on décompose le stylo, vous avez vu, il n'y avait pas de batterie, pas d'électronique, il n'y a rien du tout. Mais par contre, vous bénéficiez derrière de toute la puissance du numérique, c'est-à-dire l'archivage, le stockage d'informations, le post-traitement, le partage sur les réseaux sociaux, mail, etc. Et reconnaissance d'écriture. Voilà. Alors, pour revenir plus sur le sujet qui nous rassemble là, le crowdfunding, quel était le process pour toi? Combien de temps ça a duré et pourquoi s'être dirigé vers le crowdfunding? Ça fait beaucoup de questions. Peut-être commencer déjà par le process. Comment ça s'est... Non, pourquoi je l'ai évoqué juste précédemment en 5 minutes, mais pourquoi? Parce qu'on a une technologie qui est plateforme. Le côté plateforme, c'est sympa. Le problème, c'est qu'on s'y perd rapidement. Donc on peut adresser l'écriture, on peut adresser le 3D gaming, on peut adresser la 3D visualisation, le motion controller en 3D. On peut faire un tas de trucs. L'idée, c'était de trouver un premier segment de marché qu'on sache adresser et tester une proposition de valeur. Ça, c'était le premier objectif. Souvent, on ramène le crowdfunding, et Vincent le disait à juste titre, hein, à la valeur monétaire, en tout cas au don que l'on va percevoir. Or, c'est beaucoup, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup plus que le simple montant qui est affiché en haut à droite de la page et qu'on récolte à la fin de la période. Enfin, honnêtement, c'est beaucoup plus que ça. Alors justement, ce beaucoup plus, c'est quoi? Pour toi, c'était quoi l'avantage principal de passer par le crowdfunding? Alors nous, quand on s'est lancé là-dedans, comme je disais, on voulait tester une proposition de valeur. C'était le premier point. On voulait avoir une visibilité à l'international, notamment auprès des grands groupes, parce qu'on avait un business model qui était très B2B au départ. On voulait accélérer dans la création de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime avoir gagné entre 18 et 24 mois au vu des contacts que l'on a, en tout cas des contacts partenariaux. Donc j'étais là tout à l'heure, ça fait 1 heure que je suis là, j'ai entendu beaucoup de choses et tout ce qui a été dit était vrai, particulièrement chez nous, en termes de prototyping, d'aller chercher des actifs complémentaires chez des acteurs, que ce soit des grands industriels ou moins grands, mais en tout cas qu'ils amènent ce que nous, on n'a pas en interne et qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et tout ça, ça nous a été permis parce qu'on a eu cette visibilité-là. Donc aujourd'hui, on est en contact. Alors le plus, puisque il y avait ça dans ta question, le plus, c'est que nous, on intéresse 2 types d'acteurs, 2 types d'industriels. Donc les industriels qui sont issus d'industries traditionnelles, type l'écriture lambda sur papier. Donc je vais en énumérer 3 ou 4, comme pour les boissons alcoolisées, mais Bic, Pilote, Neumann Bermet, c'est un conglomérat de marques type Parker, Waterman, etc. Et j'en oublie, Reynolds, etc. Et puis on intéresse, vous avez compris pourquoi, hein, parce qu'à ces gens-là, on leur permet de mettre un pied dans le numérique à moindre coût, puisqu'en fait, il n'y a aucun impact sur leur outil industriel, parce que dans le stylo, il n'y a rien d'électronique. Donc il n'y a que du plastique et une encre, hein, et une petite bague, et je reviendrai là-dessus.
qui est une bague aimantée tout simplement. Et puis on intéresse évidemment tous les grands acteurs du consumer que vous connaissez tous, qui sont Samsung, Amazon, Google, Microsoft, Apple, etc. Parce que dans ce qu'on amène, on amène la troisième dimension à ces tablettes-là. Donc nous, on localise l'objet en 3 dimensions, c'est ça qu'il faut entendre. Hein. Donc vous savez pas, mais ces grands acteurs-là, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est la 3e dimension, puisqu'on interagit avec une tablette en 2D, c'est-à-dire avec son index, et on vient par du touchscreen. Si vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, Amazon a fait une annonce sur l'eye tracking. Donc la 3D, c'est un vrai levier pour tous ces acteurs-là. Et nous, on a une technologie qui est capable d'être intégrée dans ce type de produit-là. Voilà. D'accord, je voudrais juste qu'on revienne un petit peu sur le process. Ouais. Donc tu as créé la filiale, enfin la maison mère du coup française en 2014, février 2014, tu en parlais tout à l'heure. En 2013, la filiale américaine. Pourquoi avoir commencé déjà par la filiale américaine et pourquoi aux États-Unis? Alors nous, on a fait tout à l'envers. On a fait tout à l'envers parce qu'on n'avait pas le choix en fait. Parce qu'à l'époque, Vincent m'en voudra pas, hein, parce qu'on en a longuement discuté ensemble. Nous, on avait décidé de ne pas faire un Kiss, mais de faire un Kickstarter il y a 1 an maintenant. C'est pas bien. Non, c'est pas bien, je sais. C'est pas beau. Alors pourquoi? Il y a pas mal de raisons. C'est parce que le segment de marché qu'on ciblait était un segment de marché essentiellement nord-américain. On ciblait une cible qui était les sketch-noteurs. C'est une tendance qui est en train d'arriver en Europe, qui a déjà basculé en Asie. C'est une nouvelle façon de prendre des notes ou mélanger. Alors pour être très imagé, c'est un petit peu la nouvelle prise de notes type Léonard de Vinci. Donc des schémas, des dessins, quelques mots-clés, quelques phrases-clés. Et donc tous ces gens-là sont très attachés au papier. Donc, parce que l'interaction papier-stylo procure un certain plaisir, et en même temps l'orne de plus en plus sur le numérique, parce que le numérique a tellement de nombreux avantages, stockage, archivage, partage, etc. Et donc on a proposé ce produit-là, et pour proposer ce produit-là sur Kickstarter, il faut avoir une filiale américaine. Donc il faut avoir un compte bancaire américain, il faut avoir un EIN américain, il faut avoir une sécu pratique américaine. en fait. C'est une raison pratique. On avait de la chance, oui, c'est une raison pratique. On avait de la chance d'avoir dans l'équipe un américain, ce qui nous a simplifié grandement la chose, sinon c'était impossible. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé parce qu'ils arrivent, ils s'implantent un peu partout, mais à l'époque, il y a 1 an, c'était que les États-Unis. Donc côté process, il fallait un américain dans l'équipe. Voilà. D'accord. Vous avez levé 350 000 $, c'est ça? Voilà, on a fait 350 000 $ en 1 mois. Là où l'objectif initial était à 35 000 $. C'est bien, il est bien atteint là. Oui, c'est bien, mais en fait, il y a un vrai travail, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois de travail en amont. Nous, on a fait 6 mois de veille sur toutes les pages qui s'apparentaient de près ou de loin à notre projet. Quand je dis qui s'apparentaient, c'est en termes de prix de la contrepartie et en termes de produit lui-même. C'est-à-dire qu'il y avait des choses autour de l'écriture qui étaient un peu moins chères que nous étaient un petit peu plus chères en regardant ce qui était dans notre fourchette de prix. Donc 6 mois de veille, 6 mois de veille aussi pour identifier en tout cas pour afficher l'objectif financier. 35 000 $, c'est pas ce qu'on voulait. Hein. Nous, on voulait 100 000. D'accord. Ouais. Mais il y a une règle des 33% dans le crowdfunding. Je ne sais pas si Vincent y reviendra. Il y a une règle des 33%, c'est-à-dire que au plus tôt vous atteignez les 33%, au plus tôt vous allez atteindre votre objectif financier et au plus tôt vous allez le dépasser et l'exploser. Et c'est ce qui nous est arrivé. Mais ça a été 6 mois de travail. Hein. Puis après, il y a toute la campagne, c'est H24, 1 mois quasiment, parce que comme vous êtes worldwide, hein, vous avez des questions aux États-Unis, au Japon, en Chine, etc. Et donc, en fait, moi, j'ai l'habitude de dire que le web, c'est comme un magasin physique, mais en pire. C'est-à-dire que tous les gens vous posent des questions. Nous, on a dû récolter 6 ou 7 000 mails en 1 mois, auxquels il faut répondre. Hein. Donc, on pose une question, si vous ne répondez pas dans les 5 minutes, le gars, il bascule, il va fonder un autre projet. Ouais, il faut être très réactif. Exactement. Ok. Et alors, quel conseil, toi, tu donnerais à justement des startups qui voudraient se lancer dans cette aventure? Et autre question également, dans les 350 000 $ que tu as levés, qui sont ceux qui t'ont donné? Alors, des backers, alors, la population, tu veux dire, dans 50% d'Américains. D'accord. Enfin, je veux dire, des grands comptes, des particuliers. Ah non, c'est que des particuliers. Que des particuliers. Ouais. 350 000 $ uniquement de particuliers. Exactement. Après, la répartition, c'est 50% Amérique du Nord, 30% l'Europe à peu près. Et le reste, c'est atomisé Asie. Voilà. D'accord. Alors, quel conseil? Deuxième question que j'avais liée. Alors, le conseil, déjà, c'est se poser la bonne question. C'est quoi pour vous, et peut-être que Vincent rebondira, c'est quoi pour vous un projet de crowdfunding réussi? Est-ce que c'est avoir atteint l'objectif financier ou est-ce que c'est avoir initié des contacts avec des partenaires susceptibles de pouvoir vous aider dans la suite de l'opération? Nous, on a eu la chance, on a eu les deux. Mais fondamentalement, c'est ça. Et pourquoi vous le faites? La première question, c'est pourquoi vous le faites? Et les réponses ne sont pas toujours les bonnes. Ouais. Donc en fait, si je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure également, il y a la partie valeur quand même dans le crowdfunding est super importante. À la fois en tant que plateforme
pour les projets que vous soutenez ou en tout cas que vous mettez en avant, et à la fois pour les entreprises qui se font investir entre guillemets sur ces plateformes-là. Toi, quel conseil, pareil, je rebondis sur ce que tu disais, quel conseil tu donnerais, pareil, à une jeune entreprise qui essaye de lever des fonds sur KissKissBankBank? Donc on a donné le premier conseil, c'est que basiquement le projet doit être légitime, mais donc derrière la légitimité, lorsqu'on est légitime, c'est qu'on veut parler à un certain nombre de gens, donc à des cibles, et donc il faut essayer d'imaginer quel est le potentiel de cette cible qu'on adresse. C'est-à-dire que l'objectif que vous allez fixer dépend justement de cette espèce de, on fait ça assez bien chez nous, on a des outils pour le faire, de cartographie de communauté, et avec vous, on étudie quelle est cette communauté adressable, et on vous conseille de lever plutôt 10 000 ou 20 000 ou 50 000 ou 100 000 en fonction de cette communauté. Donc du coup, être légitime, d'abord, réussir, c'est du marketing assez classique, hein, réussir à identifier sa cible et imaginer ce qu'elle peut vous donner en retour. Et puis après, derrière, dans le cadre de plateformes comme les nôtres, où il n'y a pas de retour sur investissement financier, on fonctionne sur du don contre don, travailler suffisamment pour que les contreparties qui soient données aux contributeurs, du coup, aient du sens. C'est-à-dire que là, dans le cadre de ce qu'a fait Jean-Luc, et dans une partie assez importante des projets qui sont chez nous, vous êtes dans une phase de pré-vente, en fait. C'est-à-dire que c'est votre produit qui devient la contrepartie centrale. Il faut imaginer des contreparties moins chères pour ceux qui veulent juste vous soutenir, récupérer, je sais pas moi, un sticker ou une étiquette ou un plan ou un remerciement du PDG de la société, et jusqu'à votre produit qui est évidemment votre contrepartie phare. Donc du coup, c'est un travail en 3 temps, c'est bien construire son produit, bien identifier sa cible et bien bosser sur ses contreparties. Et puis surtout, le dernier conseil, que malheureusement à peu près une personne sur 2 oublie, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, ça commence seulement. Il y a malheureusement un projet sur 2 qui vient sur la plateforme et qui s'arrête à ce moment-là, une fois qu'il a tout fait. 10% du boulot, quoi. Et c'est 10-20% du boulot. Après, lorsqu'on est sur une plateforme comme la nôtre, on n'est pas un leveur de fonds, on n'a pas créé des machines miracles où l'argent tombe du ciel. Il faut faire campagne. Et faire campagne, c'est aller adresser cette communauté qui est notre cible. Et du coup, on donne tous les outils pour le faire, hein, des outils offline et online. Mais pour le coup, il faut que la campagne soit incarnée. Et c'est évidemment pas KissKiss qui lève des fonds, c'est le créateur qui lève des fonds. Bien sûr. Alors, malheureusement, le temps tourne et on n'a plus énormément de temps. Je voudrais juste, sur l'avenir de crowdfunding, votre point de vue chacun, une entreprise ou un grand compte qui veut en tout cas prendre sa place dans le crowdfunding, mettre un pied dedans, quel conseil vous donneriez justement à ces grands comptes pour s'investir là-dedans? Grand compte? Ouais. Grand compte, je sais pas. Ah. Grand compte, j'ai absolument aucune idée. Moi, je peux juste parler de start-up et il y a un vrai intérêt et ça c'est une certitude parce que on a parlé de test marché, on a parlé de proposition de valeur. Vous avez une vraie, Vincent le disait, vous allez acquérir une vraie légitimité auprès de vos backers, en tout cas de vos donateurs. Vous allez avoir, nous dans notre cas, on a 2500 personnes avec qui on travaille le produit, donc ça fait 7 mois qu'on travaille le produit avec eux. Je peux vous garantir que le produit, entre ceux qu'on avait imaginé et ceux qu'on va délivrer au mois d'août et septembre prochain, il n'a plus rien à voir. On a tout redesigné et ça, ils interviennent beaucoup, ils sont intervenus sur l'application. Vous vous fédérez et donc vous avez une population auprès de qui vous allez tester beaucoup de choses en avance de phase et donc des retours qui sont ultra intéressants dans l'intégration de fonctionnalités. Le dernier point moi, que j'aimerais souligner, et celui-là on l'oublie, mais on l'oublie tout le temps, parce que nous on était 7, donc 7 à vivre H24, un mois ensemble. S'il y a une brebis galeuse dans l'équipe, au bout de 4 jours elle a sauté. Hein. Et il ne faut pas beaucoup plus. Hein. Donc ça c'est bien aussi en interne, en termes d'équipe, parce que pour le coup, nous on était déjà une équipe soudée, mais là pour le coup on l'a encore plus. Et ça c'est aussi important. Et le dernier point, c'est que le Kickstarter comme KissKiss, c'est une vraie plateforme de veille pour tous les acteurs industriels de la planète. D'accord. Il faut juste le savoir. Hein. Nous, si aujourd'hui on a 18-24 mois d'avance, c'est parce que c'est un outil de veille pour eux. Enfin, je pense que Vincent peut aussi. Alors justement, Vincent, et on va finir là-dessus. Ton point de vue, toi, sur ça? Les grands comptes n'ont pas leur place dans le marché du crowdfunding, en tout cas sur les plateformes de dons. Elles ont leur place pour venir aider des projets. On aimerait bien qu'elles le fassent plus. C'est-à-dire que dans une stratégie bien définie d'un grand compte, il peut y avoir une logique à venir aider des projets qui font partie de son écosystème, mais en tant que détenteur de projet, ça n'a pas de sens sur les plateformes de dons. Par contre, vous avez vu ou pas, mais la législation vient de changer. Depuis le 31 mai, on va pouvoir ouvrir des plateformes maintenant où le grand public va devenir investisseur de projets en question, soit sous forme de prêts rémunérés, soit sous forme d'equity. Et là, on peut très bien imaginer que les grands comptes, de la même façon, puissent pousser
notamment des projets en interne, d'employés, de collaborateurs ou un certain nombre de choses, et du coup les mentorer et faire en sorte que, avec sa crédibilité et son poids, ces projets qui arrivent sur des plateformes d'investissement puissent de coup être plus crédibles pour le grand public. C'est le rôle premier que j'y vois. Le crowdfunding, c'est mécaniquement fait pour financer, soit sous forme de dons, soit sous forme d'investissement, des projets, on va dire, de 1 euro à 1 million d'euros. Donc mécaniquement, un grand compte n'a pas besoin de ce genre de montant. Donc encore une fois, ce n'est pas une source de financement pour les grands comptes. Par contre, l'interaction entre les grands comptes et ces plateformes est pour moi évidente. Elle ne l'est pas encore pour les grands comptes parce qu'on a un marché qui est très très jeune, mais qui est malgré tout, pour vous donner quelques chiffres, c'était 0 en 2009, c'était quasiment 1 milliard en 2010, c'était plus de 5 milliards en 2013, on estime que ce sera 8 ou 9 milliards en 2014, on parle de 1000 milliards de dollars pour 2020. Donc vous voyez, d'une utopie de 5 ou 6 ans, on est passé sur un marché mondial très important. Et là, je parle du marché mondial, évidemment pas du marché français. Et pour vous donner un dernier exemple en France, malgré cette législation qui, pour l'instant, au niveau réglementaire, était très compliquée, on a quand même collecté en France plus de 40 millions d'euros l'année dernière sur toutes les plateformes françaises, ce qui est exactement le même montant que ce qu'ont investi les business angels en France dans les entreprises. Donc, ce qui veut dire que les business angels existent déjà depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Nos plateformes existent depuis 4 ou 5 ans et pourtant on a déjà le même impact. Ça rattrape le temps perdu, quoi. Ouais, donc du coup, l'avenir est rose. Encore une fois, les grands comptes ont à juste raison intérêt à regarder ce qui s'y passe, mais encore une fois, pas avec un œil cupide en disant qu'est-ce que je peux venir y chercher comme capitaux, mais pour interagir plutôt avec le monde des startups. Ok. C'est là-dessus qu'on va finir. Merci Jean-Luc, merci Vincent. Merci. Vous pouvez les applaudir. Et bon vent.